C'est loin, très loin de ses origines que Véronique Card y a grandi. La Corse n'était pas un sujet, c'était un rejet. Qu'est-ce qui fait que tout à coup, dans une famille, quelqu'un se rapproche de ses aïeux? Élément de réponse, avec ou sans filtre. Elles sont là, les photos, Véronique. Alors, Et bienvenue dans très votre vie. émouvant de les voir en grand. Là, On va commencer là, on va commencer là. ouais, Par où tout a commencé, exactement. hein? Avec ce personnage. Oui, qui est mon arrière-grand-père. C'est la seule photo qu'on ait de trouver de lui, qui s'appelle Sauveur. Il vient d'où, lui? Alors lui, il vient de Partinello, donc ce petit village d'où berceau de la famille Cardi, un peu au-dessus de Porto, que j'ai découvert bien plus tard, 100 ans après qu'il en soit parti, puisque Sauveur, il part en Algérie au début du XXe, vers 1910. Et c'est là que les chemins recommencent à partir de l'Algérie. Il va faire souche là-bas, hein, en Algérie, parce qu'il va rencontrer une autre Corse, une compatriote. Ils vont avoir un enfant, entre autres, qui vous concerne, Qui est mon grand-père. qui est votre grand-père, qu'on retrouve là. Oui, sur cette photo, avec ma grand-mère, et qui tient mon père d'ailleurs dans ses bras. Donc là, ma grand-mère, elle a 20 ans, mon grand-père 25 ans, puisque mon père vient de naître. Je les trouve sublimes. Et là, je trouve qu'ils illustrent très bien ce que dit Camus de ce peuple né du soleil et de la mer. Ils sont tellement beaux. Votre père, donc, né en Algérie. Né en Algérie, Oui. exactement, pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1944. Et puis, il se retrouve où après l'Algérie, justement? Alors, ils voyagent un peu et ils finissent par se retrouver en Alsace. En Alsace. Votre Exactement. père se retrouve en Alsace. Et en Alsace, c'est là où il va grandir, vraiment, hein, et où il va faire une rencontre. Et la rencontre, C'est la rencontre avec ma mère, Renée. Donc là, on les voit tout jeunes. Alors, c'est vraiment le méditerranéen et l'alsacienne. On le voit pas très bien en noir et blanc, mais ma mère, elle est blonde aux yeux bleus, le teint très diaphane. Ce qui va les rapprocher, c'est la littérature. Parce qu'eux, ils se rencontrent en fac d'histoire à Strasbourg. Ils sont passionnés de livres. Et mon père, pour la demander en mariage, lui dit « Veux-tu faire une bibliothèque avec moi ?» Ce qui aura sans doute Et elle, un elle peu comprend. prédéterminé. ah oui, Ma ça va dire vocation. oui, complètement. Mais elle comprend que veux-tu faire une bibliothèque avec moi, c'est veux-tu m'épouser. Exactement. On va aller sur le mariage, c'est juste à côté. Mais avant d'aller sur le mariage, Véronique, ce qui les rapproche aussi, tous les deux, c'est l'amour de l'endroit où ils vivent. C'est effectivement, je pense que c'est une des destinées typiques d'exil, c'est-à-dire lui qui est d'origine corse, mais n'y mettra pas les pieds avant ses 60 ans, un peu poussé par nous, ses enfants, et qui fuit l'Algérie où il ne retournera jamais non plus. Et qui trouve dans l'Alsace et avec ma mère et sa famille, effectivement une terre d'adoption. On va quasi essayer d'apprendre l'alsacien, ce qui est toujours assez amusant quand il le fait. Et en tout cas, on va grandir, nous, Avec un père qui se sent plus alsacien que corse, à la limite, non? beaucoup plus alsacien que corse. Incroyable, ça. Ah oui, oui, qui déteste d'ailleurs le soleil, la mer, la chaleur. Ah ouais. Donc il se sent beaucoup plus alsacien que corse. Eh ben, vous allez me parler de votre père et de votre mère sur cette photo du mariage, justement. On va rentrer un peu plus dans leur caractère, chacun. S'il Alors, fallait ça- qualifier votre... Tiens, on va rester sur votre papa. Alors, mon papa, donc là, c'est leur mariage, c'est à Strasbourg. Ce que j'aime bien sur cette photo, c'est que ma mère est en vert, parce qu'elle, elle est totalement anticonformiste, donc elle ne voulait absolument pas se marier en blanc. Et elle avait choisi un vert clair pour son mariage. Voilà, avec par ailleurs l'envie de fonder une famille et de vivre d'amour, de culture et de littérature. Et ils vont faire cette famille, une famille de 3 enfants. Alors, j'en ai que 2, là. Ah, mais où est mon frère? Il y a votre frère aussi, bien sûr. Vous êtes la dernière, hein, la Alors dernière. moi je suis la petite dernière. Là on est avec ma grande sœur, j'ai un grand frère et une grande sœur. On voit que derrière, il y a des livres. Il n'y a pas de télé.
Alors, il n'y a pas de télé, il y a beaucoup de livres. Et d'ailleurs, avec ma sœur, on s'inventait des chansons avec les titres des livres qui étaient dans la bibliothèque. On pourrait encore les chanter aujourd'hui. Je vous épargne ça, bien entendu. Mais on passait des heures à regarder les livres, les Duras, les Yourcenar, etc. Et on inventait des chansons avec les titres des livres. Donc, nourriture spirituelle, vraiment, on ne s'ennuie pas. Alors, la lecture et le sport familial, on est vraiment, nous, pas de tennis, etc. C'est la lecture. J'ai souvenir d'étés entiers passés à lire. Les bibliothèques sont les œuvres d'art de la maison. Vous avez quel rêve, vous c'était quand vous grandissez comme ça, justement, c'est quoi? Ça sera automatiquement un métier en relation avec les livres ou vous avez... Alors moi, je m'imaginais professeur. Il se trouve que je me tourne plutôt après Hippocagne-Cagne vers la philosophie. Pas tout de suite vers la littérature. Et puis, tout va très vite dans votre vie, on va s'en apercevoir, mais ça commence par là, la rapidité. Venez, à côté de l'arbre. Vous avez quel âge sur cette photo, Véronique? Alors là, c'est pas l'âge où je rencontre mon mari, non. Mais là, on doit avoir 28 ans. On se rencontre à 17 ans. À 17 ans. Avec François. Coup de foudre, comme dans les romans. Parce que je crois que la vie peut être un roman. En tout cas, la réalité dépasse toujours la fiction. Et donc, je le rencontre justement à Strasbourg quand j'arrive pour mon Hippocagne. Je me souviens encore de le voir dans la rue où j'allais passer une colle d'histoire. Et cette rue, on a redécouvert des années plus tard qu'elle s'appelle la rue des Écrivains, derrière la cathédrale de Strasbourg. Donc des signes, j'adore les signes. Je vois vous passez votre bac ensemble et puis vous commencez des études pour être prof de philo, hein, on a bien compris. Prépa littéraire. Et puis, une opportunité va se présenter face à vous. Est-ce que vous allez la saisir ou pas? Eh ben, on ne va pas répondre ici. On va là-bas. On va là-bas. Allez, venez. Prenez place. Merci. Et cette opportunité, Véronique, c'est celle-ci. Alors, exactement. C'est un stage, un été aux éditions Philippe Ray, que voici, qui porte le nom de cet éditeur. Donc moi, je suis en train de préparer mon agrégation de philosophie. Je suis très malheureuse parce qu'en fait, j'étudie des philosophes morts avec des gens totalement déprimés et que je ne rêve que de... La philosophie, c'est pas gai. Alors moi, en plus, je m'étais spécialisée sur la philosophie du mal chez Kant et Hegel. Donc c'est vrai que c'était assez aride. Oui. Et donc, pour me dépayser, je vais faire ce stage aux éditions Philippe Ray, qui est une véritable révélation. C'est là que j'attrape le virus de l'édition. Qu'est-ce qu'il y a comme révélation, là? Parce que en fait, je me rends compte que lire un texte dans mon canapé un soir et me dire « Ah, ça me plaît », ça peut être un métier. Ça va toucher aussi des milliers de gens dans l'idéal. Donc, c'est ça l'épiphanie de l'édition. Donc, vous vous rendez compte de ça, sur un coup de tête, vous dites « Eh ben, Alors je change mon fusil d'épaule ». Exactement. Hein? En réalité, je continue à travailler un peu pour eux et je commence un master d'édition puisque moi, fille de professeur, donc il faut un diplôme qui valide les voies qu'on choisit, y compris les voies qui peuvent paraître les plus bohèmes. C'est vrai que ça me rassure d'avoir un diplôme. Et puis, un diplôme universitaire qui offre un travail sitôt le diplôme obtenu aussi. C'est intéressant, parce que dès que vous avez votre diplôme, vous faites quoi? Un master. Un master, effectivement. Hop, vous vous retrouvez aux éditions, au Seuil. Au Seuil, exactement. Et puis très vite, aux éditions Belfond, je commence par la littérature étrangère. Arrivé chez Belfond, vous faites pratiquement immédiatement un coup de maître, en fait. Et ce coup de maître, Véronique?
Est-ce que ce serait pas celui-ci? Alors, un coup de, un coup de maître, en tout cas, un joli coup. Effectivement, j'achète. Alors là, vous avez mis une photo de la foire de Francfort, qui est la grande messe de l'édition internationale, où tous les éditeurs du monde entier se retrouvent. Et donc, c'est vrai que c'est là que je repère et que j'achète ensuite ce texte, Les enfants de Staline, de Owen Matthews, qui est un mémoire familial russo-anglais. Moi qui suis travaillée par les origines, Corse alsacienne, là c'est la Russie et l'Angleterre, Effectivement, et donc vous le proposez à Belfond, qui vous fait confiance, là, pour le coup? qui me fait confiance, Françoise Ouais. Truffaut, qui dirige Belfond à l'époque, et qui me fait confiance pour ce texte, qui lui plaît ensuite aussi, Et il va s'en vendre 50 000. et qui va s'en vendre beaucoup. Oui. Ouais. Donc Ce c'est qui un est bon coup. formidable. Ben, complètement, complètement. Et ce qui vous fait remarquer, en fait. Et il y a un certain Vincent Barbare. Alors, je ne sais pas s'il entend parler de vous, s'il vous croise, mais en tout cas, vous lui tapez dans l'œil. Il aime aussi d'ailleurs Les enfants de Staline, Oui. comprend que c'est moi qui l'ai publié. Lui cherche quelqu'un pour monter une maison de littérature dans son giron, puisqu'il Mhm. dirige, à l'époque, il dirige les éditions First et Grune qui n'ont pas de maison de littérature générale. Donc il cherche quelqu'un, et ce quelqu'un sera moi. Et il se trouve qu'en plus, Vincent Barbare d'origine corse. Donc Ah là, oui, on se... vous avez bien fait de me le dire, ça. Et c'est ça, la maison d'édition, les Et escales. cette page blanche qu'on me confie devient Les Escales. Alors Les Escales, c'est pas un hasard. C'est moi, pour moi, la littérature, c'est vraiment la puissance d'évasion. Et là aussi, vous faites un beau coup. Et c'est vrai qu'en réalité, j'achète ce livre qui s'appelle L'île des oubliés, Enfin, qui ne s'appelle pas l'île des oubliés, en qui fait. s'appelle The Island. Voilà, exactement. raison. Oui, ça s'appelle The Qui est Island. un livre qui a été traduit dans le monde entier, qui a été un énorme succès en Angleterre, donc qui est la langue d'origine de son auteur, Victoria Hislop, qui a été traduit dans le monde entier, mais qui n'a jamais trouvé preneur en France. Personne n'en veut en France. Donc, Ouais. tout de suite intriguant, l'agente m'en parle quand je lance Les Escales, et je comprends qu'en réalité, c'est peut-être que les éditeurs ont été frileux parce que c'est l'histoire de la dernière colonie de lépreux en Europe. Cette île, The Island, c'est Spinalonga, qui est cette île au large de la Crète, où jusqu'en 1957, les lépreux sont parqués et réinventent la vie en communauté, mais dans une communauté de pestiférés. Et effectivement, ce livre va trouver son public parce que on voit là, il y a marqué 2 millions de lecteurs. Alors, pour 2 le millions de livre. lecteurs, C'est incroyable, ça. rien qu'en France, 1 million, en fait, un succès en grand format, ensuite un formidable succès aussi en poche, qui a le prix des lecteurs du livre de poche. C'est l'auteur elle-même qui m'emmène faire la visite de Spinalonga. Là, on est devant les portes de cette ancienne forteresse vénitienne qui va abriter les lépreux pendant des décennies. Donc les escales, ça fonctionne. D'ailleurs, ça existe encore aujourd'hui parce qu'aux escales, vous Exactement. n'allez pas y rester parce qu'encore une fois, mais on remarque, hein, petite Véronique Cardy qui est très jeune, hein, et il y a un mercato. Je ne sais pas si on appelle ça un mercato dans le monde des Oui, éditions, aussi. mais le mercato, et on vous retrouve Au livre de poche. au livre de poche où là vous prenez un gap vraiment parce que vous arrivez comme directrice en fait. Oui, alors là, c'est dans l'inconscience de ma jeunesse ou dans l'inconscience de ceux qui me le confient, mais pas du tout. En tout cas, qui voient quelque chose en moi, apparemment, Ouais. et je décide de me dire qu'ils ont raison de me faire confiance. Et c'est amusant parce que cette île est ce qui va faire le lien pour moi entre Les Escales et le livre de poche, puisque effectivement, j'en vends les droits au livre de poche, que ça devient un succès formidable dans cette maison de poche, et que c'est comme ça que il me repère et que Nathalie Jouven et Arnaud Nourri, qui dirigent Hachette à l'époque, se disent on va confier Pourquoi pas, à une cette jeunette. bibliothèque idéale La à une jeune bibliothèque idéale, femme, exactement, de à une jeune 33 femme ans. de 33 ans. Ouais. 33 ans. D'ailleurs, je crois qu'il y a une anecdote, hein, quand au cours d'un dîner en ville, pendant votre mandat, on va vous dire qu'est-ce que vous dirigez, vous, ma petite dame, non? Ah non, C'est comme alors ça. c'est même pas en Ouais. cours d'un dîner en ville, c'est très régulier. C'est quand je rencontre les gens et que je dis que je dirige le livre de poche, on me dit mais vous dirigez quoi au livre de poche? Et je dis bah, non, je dirige tout le livre de Tout, poche. ouais, tout. Et ça m'arrive très régulièrement. Parce qu'il y a, Pour il y a- moi. il y a deux missions là. La première, c'est de continuer d'éditer des livres au livre de poche. Alors, quand vous arrivez, on en édite combien par an?
C'est toujours entre 300 et 400. 300 et 400. Et le challenge, c'est aussi de dépasser Pocket. On va y revenir sur le challenge parce que quand vous arrivez au livre de poche, vous êtes deuxième au classement des vendeurs de petits formats. Mais surtout, au livre de poche, il y a un côté, peut-être, vous allez me le dire, il y a un côté moins, comment dire, moins créateur, quoi. Livre de poche, il n'y a qu'à prendre des classiques et à les mettre en livre de poche, en fait, non? Alors, pas que, justement, ça c'est un peu l'idée. Ouais. Alors, il y a toute la partie classique et d'ailleurs ce fond vivant de la littérature qu'il est passionnant en tout cas, d'y insuffler de la vie. Et il y a aussi toutes les histoires qu'on peut réécrire, c'est-à-dire des livres qui, en grand format, n'ont pas connu une destinée incroyable, qui se sont vendus à quelques milliers d'exemplaires et dont on peut vendre des millions, littéralement, d'exemplaires au format poche, ce qui est arrivé avec des auteurs comme Aurélie Vallogne, Virginie Grimaldi, Valérie Perrin, qui ont vraiment des romancières qui ont d'abord trouvé leur lectorat en poche avant de vraiment conquérir aussi le cœur de tous les publics. Donc vous gardez ça quand même, de révéler un petit peu des textes au public. Ça fait Ouais. partie encore de votre métier. Et je le disais, donc, quand vous arrivez aux éditions de poche, vous êtes derrière Pocket. Ouais. Et donc, c'est votre challenge personnel ou on vous dit qu'il faut passer devant Pocket d'ailleurs? Ah non, alors on ne me le dit pas. Ouais. Bon, enfin, c'est une évidence quand on est deuxième de vouloir devenir premier. Et pour ce faire, vous avez fait preuve de beaucoup de créativité et j'ai mis comme ça. Voilà. Ça, Et avec c'est votre toute mandat. Ouais. Exactement. Alors avec toute merveilleuse équipe du livre de poche qui d'ailleurs a beaucoup posé pour moi pendant toutes ces années au livre de poche. On a inventé un nombre de choses merveilleuses. On a notamment lancé, là vous avez la photo avec ce van rouge, ce qu'on appelle le camion qui livre, qui est en fait comme on a des food trucks, ce sont des book trucks, enfin c'est un book truck, un camion qui fait la tournée des plages tous les étés pour aller au-devant des lecteurs et mettre dans les mains littéralement de la personne qui croit aller tranquillement en paréo sur la plage et jouer à Candy Crush, à la place de son portable, un livre de poche. Et ça marche Et ça marche. parce que vous passez devant Pocket. Et on passe, oui, on redevient numéro 1, puisque le livre de poche était vraiment à l'origine de la création du poche. Et on redevient numéro 1, encore une fois, grâce à toute cette équipe merveilleuse en photo. On est allé jouer aux libraires dans les librairies avec nos t-shirts, donc vraiment dans les rayons des librairies où c'était en fait l'éditeur qui conseillait le lecteur. Le tournoi des mots avec Gaël Faye, qui était une autre initiative pour là aussi aller chercher les jeunes, parce que c'est les jeunes qui se détournent aussi de la Complètement. lecture. Et donc, mission accomplie. Mission Et accomplie. une fois que la mission est accomplie, eh bien, on l'a compris avec vous, il faut passer à autre chose. Oui. Et on va passer à autre chose en allant prendre l'air. Totalement. Allez, Totalement. venez avec moi. Ben, on vous retrouve là. Chez Lattès, exactement. Donc là, on est rue Jacob, au siège des éditions Lattès, avec toute l'équipe, ou en tout cas une partie de l'équipe. Mais comment vous vous retrouvez là? C'est vous qui décidez. Vous avez dit, ça y est, j'ai fait mon temps aux éditions Poche. Et si j'allais chez Lattès ou comment ça se passe? En fait, moi, j'avais envie de revenir à ce qu'on appelle l'édition grand format, c'est-à-dire la création première, puisque le livre de poche, on a vu, c'est la bibliothèque idéale, mais c'est la deuxième vie d'un livre. Donc moi, j'avais envie de revenir à l'origine et à la relation avec les auteurs. Et donc, il se trouve que dans le groupe auquel j'appartiens, on m'a permis de le faire en me donnant les clés de Lattès. C'est une belle maison d'édition, hein, une belle maison d'édition avec déjà toute une histoire, toute une équipe. C'est pas fatigant à chaque fois de remettre comme ça, de se remettre à l'ouvrage. Quelle est votre mission là? C'est de diffuser de l'enthousiasme, en tout cas dans toute cette équipe, pour proposer toujours des découvertes, des nouvelles lectures, des textes. Moi, je crois encore que les livres sauvent le monde, Oui. sauvent les gens,
que dans une société, ce qui est le premier fondateur d'empathie, on a quand même besoin d'empathie, c'est la lecture, c'est se mettre à la place d'un personnage, et notamment la lecture de fiction, de romans, puisque c'est même tout petit la première fois où on vit une autre vie que la sienne, on se met à la place du héros du roman. Et donc, cette capacité à susciter l'empathie, je crois qu'elle est absolument nécessaire en société, et que donc lire ensemble pour vivre ensemble, c'est pas inutile. Et donc votre quotidien, c'est de manager tout ce monde. Et quand vous n'êtes pas au milieu de vos équipes, vous êtes avec vos auteurs, bien sûr, puis vous êtes avec vos livres. Et toujours avec mes livres. Vous lisez tous les jours? Tous les jours, parce que moi, je me réveille pour lire. Enfin, c'est plutôt lire qui me fait me réveiller, puisque je me lève à 6 heures pour lire des manuscrits. Ouais. Avec toujours cette excitation de me dire que peut-être que je vais avoir dans les mains une pépite et le futur Goncourt, que sais-je. Donc lire, oui, vraiment, c'est ma passion dont j'ai encore une fois eu la chance de faire mon métier et auquel je crois toujours autant. Ensuite, bien entendu, que je suis entourée d'éditeurs, de directeurs littéraires qui me nourrissent également. Mais vous continuez, vous, à lire de façon quotidienne, de façon frénétique, on peut dire frénétique ou pas? Frénétique, ouais. passionné. Passionné. Passionné, en tout cas. Et là, j'ai mis quelques livres. Enfin, vous êtes venu avec quelques livres, justement, des éditions Lattès. Tiens, mais c'est l'été, vous nous conseillerez quoi, alors, du coup, là? Alors, pour cet été, je vous recommande, ça s'impose, le nouveau thriller du duo Giacometti-Raven. Éric Giacometti, qui est aussi, lui, d'origine corse, et qui, avec son comparse Jacques Raven, nous entraîne dans une nouvelle enquête, la clé et la croix, de l'époque napoléonienne au secret d'une dynastie italienne, en passant par les procès des Templiers. Donc là, le livre de l'été par excellence, notamment. Je vois qu'il y a le Britney Spears aussi. Il a marché dans le monde entier. Il a marché chez vous, il a marché dans le monde entier, ça c'est sûr, et chez nous également, parce que c'est quand même une histoire ahurissante, et c'est un récit féministe. C'est comment on se libère de l'emprise d'un père et donc d'une domination patriarcale au sens littéral qu'elle nous raconte. Il paraît que c'est super à lire. Exactement. Vous avez parlé d'Éric Giacometti qui est avec là. Alors vous avez deux autres auteurs corses chez Lattès. Vous avez Antoine Albertini aussi. Antoine Albertini et Pierre Lépidi. Et Pierre Lépidi, bien sûr. Vous avez vos trois Corses dans toute la bande. Combien vous avez d'auteurs d'ailleurs chez Lattès? Alors on publie une centaine de livres par an, mais donc c'est 500 auteurs. 500 auteurs. Minimum. Et la Corse, justement, je vais la matérialiser comme ceci. Parce que si on revient à la première partie, on voit que votre papa, justement, est né en Algérie, une famille corse qui s'était exilée de Partinello. Lui, il n'a jamais voulu revenir en Corse. Est-ce que vous savez pourquoi il n'a jamais voulu revenir en Corse? Alors, je ne sais pas pourquoi, si ce n'est qu'il n'est pas très soleil, chaleur et mer. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a réussi à le faire revenir lors d'un voyage de famille, où là, il doit avoir bien plus de 60 ans. Et moi, j'y suis allée avant. C'est vous qui initiez le truc, en fait. C'est vous la première de la famille qui revenait vraiment en Corse, je crois, c'est cela? Exactement, par questionnement sur mes origines, mais aussi par amour de cette île qui est absolument formidable. Ouais, et qui vit donc dans ce petit village de Partinello. Là, c'est le clocher de l'église du village qu'on voit. Et je pense que c'était important pour toute la famille de renouer aussi avec ces origines-là. Comment il le vit, votre père, quand il est revenu, justement? Alors, on est très... il ne m'en parle pas forcément. Nous, on communique à travers les livres. Donc, oui, je pense qu'on s'est parlé de l'Algérie à travers Camus, et c'est pas forcément des choses qu'on commente, même s'il y a un amour qui est diffusé dans cette famille formidable, mais il le garde pour lui. D'accord. Mais vous, par contre, c'est votre édition, donc quand vous revenez du côté de Partinello, vous allez là? Exactement, donc dans ce cimetière où ça n'est pas forcément notre branche de la famille, mais en tout cas où dans le cimetière il y a des caveaux cardis partout, et il y a encore des branches cousines justement qui vivent dans cette région-là. Oui, Véronique, mais c'est vous qui l'avez prise cette photo. Qu'est-ce que ça vous fait d'aller sur la terre de vos ancêtres? On a vu, vous connaissez l'histoire de votre famille.
Qu'est-ce que ça vous fait de revenir à Parthenay, d'être là? Je pense que c'est comme si tout d'un coup on se tenait plus droit. C'est-à-dire qu'on a retrouvé quelque chose qui permet de solidifier le squelette en ayant replacé, d'être toujours plus à sa place, en ayant conscience, encore une fois, des origines, d'où l'on vient. Et en tout cas, ça m'a fait ce sentiment-là. Mais c'est vrai qu'il faudrait aussi que j'aille en Algérie sur les traces de mon père pour, je pense, me tenir totalement droite. Et cette terre, Véronique, il faut absolument la présenter à eux, à tout le À monde. toute la famille. On voit là la photo en bas, c'est le nouveau-né, il faut lui montrer, faut lui montrer ses racines. Il faut présenter mes enfants, oui, à chaque fois à la terre de mes ancêtres. Raphaël, c'est Raphaël là, qui est tout petit, qui, sur cette photo, a 10 ans. Donc mes 3 enfants, Raphaël, Honoré et Salomé. C'est vrai qu'à chaque fois, je suis allée présenter à mes aïeux, à mes aïeuls, mes enfants, avec aussi d'ailleurs, je pense, une lignée de femmes qui m'est chère et à qui j'ai demandé régulièrement de me donner de la force. C'est qui? Non, c'est mes aïeuls que je sens nourrir à la fois cette terre et moi quand je suis à Bonifacio, en haut de la falaise, et qu'on a l'impression de pouvoir devenir invincible. Parce que c'est les seuls moments, même dans l'année, où vous prenez un petit peu du temps alors pour vous, j'ai envie de dire, en tout cas, où vous relâchez un peu les choses, en Corse, non? Ouais, tout à fait, chaque été. Hein? Oui, c'est se ressourcer. Et c'est prendre le soleil aussi, c'est prendre le temps quand même, hein. Il y a quelque chose avec la Corse. Non, Ouais. c'est vrai, vous avez une autre vie ici quand vous venez ici, non? J'ai l'impression que vous vous levez à 6 h du matin jusqu'à 20 h, vous avez des réunions. En Corse, c'est plus intense. Se ressourcer, c'est la mer, c'est l'infini. J'aime ces paysages que je dirais chahutés entre effectivement à Bonifacio, cette falaise, les montagnes au loin, la mer infinie devant. C'est une connexion avec la nature, pour le coup, qui est rare dans la vie parisienne. Et la vie parisienne, justement, ça sera la dernière photo. Ce sera celle-là. Vous êtes lauréate des 100 femmes de culture. Vous êtes une femme de pouvoir. De Aujourd'hui, pouvoir, je sais pas, de culture, ça me va bien. mais de pouvoir aussi, justement. Quel est votre pouvoir aujourd'hui, Véronique? Mon pouvoir, c'est en tout cas de pouvoir donner accès au texte que j'ai choisi, puisque c'est vrai que, alors j'ai toute une équipe, mais en tout cas, il n'y a pas un texte qui n'est publié chez La Thèse que je n'ai pas choisi. Et donc ça, c'est un pouvoir immense de choisir ce que vont lire les gens. J'essaie, et c'est une grande responsabilité, j'essaye de le faire avec conscience de cette responsabilité. Alors c'est beaucoup de romans, donc c'est à la fois la volonté de permettre au lecteur de s'évader, mais aussi de décrypter le monde quand il s'agit plus d'essais. Donc ça, c'est un pouvoir immense. Et vous avez encore le pouvoir de la jeunesse, vous êtes encore jeune. Donc c'est quoi la prochaine étape? Parce qu'on voit que ça va vite, vous montez les échelons. La prochaine étape, c'est quoi? Je reviendrai vous en parler dans une prochaine émission. À votre disposition, alors. Allez, venez. La dernière photo, c'est moi qui l'ai fait. Mettez-vous à côté de moi. Voilà. Ça a été un plaisir de vous accompagner beaucoup, sur c'est votre moi. déjà Merci. long parcours. Bon voyage à Yaoundé. Exactement. Hein? Et Merci, puis, Luc. quand vous repassez avec toute la famille, un petit texto. Exactement. Et vous me dites quoi lire. Ouais. Ah bah, je vous laisse tout ça, Un cadeau en plus. Au revoir. Au revoir.